Est-ce que les Anglais ont abandonné les Français à Dunkerque en 1940 ? Chers passionnés ou futurs passionnés de Seconde Guerre mondiale, bonjour. En Angleterre, le sauvetage de Dunkerque est vu comme un miracle et un symbole de fraternité. En France, il est vu comme un drame doublé d'un sentiment de trahison. Cet épisode a en effet déchiré la France et l'Angleterre et va servir la propagande anglophobe du régime de Vichy. C'est un événement encore très clivant de nos jours, comme le prouvent les polémiques suscitées par le film Dunkerque de Nolan, à juste titre d'ailleurs, on en parlera. Alors prends une grande inspiration et plonge avec moi dans cette nouvelle histoire de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes le 24 mai, en plein cœur de la campagne de France. 2 semaines plus tôt, l'Allemagne a lancé son offensive au nord en Belgique, mais surtout plus au sud dans le massif des Ardennes, où une percée sur la Meuse a été réalisée par le corps blindé du général allemand von Rundstedt. Les divisions blindées allemandes ont réussi à remonter à une vitesse folle vers le nord, et l'encerclement de la meilleure partie des armées franco-britanniques est en cours. À partir du 20 mai, les Panzers atteignent la mer à Montreuil, Boulogne et Calais. La poche se referme, les Alliés sont pris au piège. Le corps expéditionnaire britannique, une force de plus de 200 000 hommes qui combat aux côtés des Français sur le front nord-est, pense alors que la bataille est perdue et qu'il reste 2 options. Se battre et périr ou être fait prisonnier, ou alors tenter de se replier sur le dernier port qui ne soit pas encore aux mains des Allemands, Dunkerque. La deuxième option est choisie, le général Gort ordonne au corps expéditionnaire de se replier, et ça c'est très important, sans en informer les Français. Pire, les Anglais devaient participer à une contre-offensive avec les Français pour percer le front et tenter de briser l'encerclement, et ils vont la faire avorter. Le premier miracle de Dunkerque a lieu le 24 mai à midi. Alors que les divisions blindées allemandes ne sont plus qu'à 15 km de la ville, Hitler ordonne à la surprise générale de stopper l'avancée. La raison de cet ordre a fait l'objet de nombreux débats et même de théories du complot, mais la raison la plus probable est que les généraux allemands et Hitler se soient alarmés de la vulnérabilité des flancs des divisions qui s'étaient considérablement étirés. Depuis le 16 mai, des tentatives de contre-attaque françaises par les divisions cuirassées sur les flancs des Allemands ont eu lieu et ont renforcé la crainte des généraux allemands. Par exemple, le 21 mai, une contre-attaque d'ampleur est lancée sur Arras et bouscule sérieusement les Allemands qui réussissent à s'en sortir grâce à l'intervention de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Cet ordre d'arrêt, ce Haltbefehl, donne un répit inespéré aux Français et aux Britanniques pour organiser à la hâte la défense de la ville de Dunkerque. C'est autour du 16 mai que le commandement français réalise l'ampleur de la percée allemande et l'ampleur du désastre qui s'annonce. Dès cette date, le commandement britannique commence à suggérer à Churchill l'éventualité d'une retraite du corps expéditionnaire. Churchill hésite. Il se rend en France et rencontre les 3 hommes du moment. Renault, le président du Conseil, Daladier, le ministre de la Guerre, et Gamelin, le chef suprême des armées françaises. Churchill est alors frappé par le désemparement et même déjà le défaitisme des chefs français. Le général Gamelin en particulier semble totalement dépassé. Quand Churchill lui demande quel est le plan de contre-attaque prévu et de quelles réserves on dispose, Gamelin bafouille et lui répond qu'il n'y en a pas. Bien sûr, cette version de l'histoire, il faut la prendre avec des pincettes, parce que l'abattement des chefs français justifie justement la décision de la retraite britannique et sert donc les buts de Churchill. A partir du 20 mai, rappelez-vous, les panzers allemands atteignent la mer dans le nord de la France et coincent les Alliés dans une poche. Au QG de Vincennes, on évoque alors enfin un plan de contre-attaque du premier groupe d'armées franco-britannique pour tenter de percer les lignes allemandes et de briser l'encerclement. Mais pour qu'une telle opération ait des chances de succès, il faut que le commandement soit béton. Et c'est loin d'être le cas. Le général Weygand, chef suprême des armées françaises qui vient de remplacer Gamelin, manque de poigne et d'ailleurs semble ne pas croire vraiment en son plan. De plus, cette potentielle contre-attaque dépend du commandant en chef du front nord-est, le général Georges, qui est complètement dépassé et abattu. Il y a des scènes qui racontent que ce sont carrément ses sous-officiers qui doivent le consoler et lui remonter le moral. Il semble donc incapable de diriger une telle opération. Le régime de Vichy accusera plus tard les Anglais d'avoir fait avorter cette contre-offensive et même de nous avoir fait perdre la guerre. Vous l'aurez compris, là aussi c'est à prendre avec des pincettes. De leur côté, les Anglais sont beaucoup plus pessimistes sur le dénouement de la bataille et ils commencent à être exaspérés par ce commandement français confus et sans autorité. Mais surtout, l'Angleterre ne peut pas prendre le risque de perdre son armée. Elle en aura besoin pour poursuivre la lutte contre l'Allemagne. C'est donc une question de survie nationale. Le 26 mai, on passe à l'étape suivante. Le vice-amiral britannique Ramsay reçoit l'ordre de lancer l'opération d'évacuation de la force expéditionnaire depuis Dunkerque. Le vice-amiral s'installe dans le château de Douvres, dans la salle des Dynamos.
Ce sera donc l'opération Dynamo. Seulement le drame, c'est que là aussi, le commandement français n'a pas été informé de l'évacuation. Imaginez-vous, les Français se sont sentis trahis et abandonnés une première fois par les Anglais quand ils ont appris qu'ils se repliaient sur Dunkerque et qu'ils ne se préparaient pas du tout à cette contre-offensive. Les armées françaises ont néanmoins suivi les Anglais dans leur repli, et là, aux abords de Dunkerque, ils apprennent que des navires arrivent pour évacuer les Anglais en priorité. Ça commence à faire beaucoup. En Angleterre, c'est le branle-bas de combat. La Royal Navy mobilise quelques 200 navires et l'amirauté britannique lance un appel à la BBC et contacte les volontaires propriétaires de petites embarcations. Ces petites embarcations, qui vont être érigées en symbole de la solidarité nationale, vont être primordiales car en plus d'être des cibles plus difficiles pour les avions allemands, elles vont être utilisées pour aller chercher les soldats au plus près des plages puis les ramener sur les grands navires de la Navy stationnés plus au large en eau profonde. Le miracle de Dunkerque, c'est aussi celui de la météo. Des eaux calmes facilitant la tâche au navire, mais un temps couvert compliquant la tâche à l'aviation allemande. La configuration parfaite, mais qui n'empêchera pas les Stuka allemands de commettre des ravages. Sur la plage, malgré la fatigue, la faim, les blessures et tout le reste, les soldats sont étrangement disciplinés. Ils font la queue à la régulière. Parfois, ils sont dispersés par les piquets des Stuka allemands et leurs sirènes atroces qui bombardent et tirent en rase-motte. Mais les queues se reforment avec quelques soldats en moins. C'est très bien reconstitué d'ailleurs dans le film Dunkerque. Et quand les soldats montent dans les embarcations, le cauchemar est loin d'être fini. Les avions allemands mitraillent les ponts et lâchent leurs bombes sur les navires. La Royal Air Force est insuffisante pour protéger les convois. Environ 40 000 hommes sont morts dans la bataille, essentiellement à bord de navires coulés. Par exemple, le torpilleur Bourrasque est pris en chasse le 30 mai au large de Dunkerque par les avions allemands. Le navire heurte alors une mine et s'enfonce, causant la mort de 500 soldats. À partir du 1er juin, le dispositif de défense de Dunkerque commence à craquer et le 3 juin, l'opération Dynamo prend fin. La quasi-totalité de la force expéditionnaire britannique a été rembarquée, c'est un immense succès, un miracle. Alors après cette longue introduction, nous y voilà. Est-ce que les Anglais ont abandonné les Français sur les plages de Dunkerque ? Cette question est très compliquée parce que les sources disponibles ne sont pas forcément suffisamment précises et comme c'est un sujet clivant, les articles sont souvent assez orientés. Pour commencer, analysons les chiffres. Les Anglais ont réussi à rembarquer environ 338 000 hommes, dont 193 000 soldats anglais, soit la quasi-totalité de la force expéditionnaire, ce qui est absolument inespéré. Churchill espérait rapatrier 45 000 hommes dans ses meilleures prévisions. Et donc nous avons environ 150 000 soldats français, avec aussi une minorité de soldats belges et canadiens qui ont été rapatriés. Du point de vue des chiffres, on ne peut pas dire que les Français aient été mis de côté. Mais il est clair que les Anglais ont accordé la priorité à leurs hommes. Les premiers jours, ce sont presque exclusivement des Anglais qui sont rembarqués. À partir du 29 mai, le but que Churchill s'était fixé, le seuil de 45 000 soldats anglais, est franchi. Et à partir du 30 mai, le rembarquement s'ouvre alors davantage aux Français. Cette configuration est cohérente avec l'absolue nécessité pour l'Angleterre de disposer d'une armée minimale pour poursuivre la lutte contre l'Allemagne. Churchill a insisté pour que le rembarquement se fasse sans distinction, mais probablement d'autant plus après que ce seuil minimal des 45 000 soldats anglais ait été franchi. Il est probable que Churchill ait aussi compris que les tensions étaient déjà à leur paroxysme et que l'interdiction de rembarquer des Français aurait pu déchirer une bonne fois pour toutes la France et l'Angleterre. Dans les faits, le rembarquement s'organise surtout sur le tas. Il y a eu certaines scènes où les Britanniques ont interdit aux Français de monter à bord des embarcations et les ont même abattus s'ils essayaient, mais aussi des scènes où les Français ont forcé le passage en menaçant les Britanniques. Mais ces épisodes ont été ultra minoritaires. Par ailleurs, les Britanniques ont intérêt à ménager les Français car ce sont eux qui assurent la défense de la ville qui permet le rembarquement, en particulier la 12e et la 68e division d'infanterie. Si ce dispositif de défense craque, il n'y a plus de rembarquement. Et si ces Français apprennent que derrière eux, sur la plage, on interdit à leurs compatriotes d'évacuer et même qu'on les violente, vous imaginez. D'ailleurs, ces Français qui ont défendu si courageusement la ville, on n'en parle pas dans le Dunkerque de Nolan, qui est un film écrit par un Britannique pour les Britanniques. Si le rembarquement a été un miracle, c'est parce qu'il a été un enfer pour d'autres. Ces Français, qui se sont sentis trahis à 2 reprises par leurs alliés britanniques, ont fait le sacrifice de défendre le périmètre au prix de leur vie ou de leur liberté. Une grande partie sera effectivement capturée et rejoindra des camps de prisonniers. Donc je pense qu'on peut appeler ça de l'ingratitude de ne pas accorder une scène à ce passage et personnellement je trouve ça assez choquant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Environ 40 000 soldats périssent au cours de la bataille de Dunkerque. 35 000, majoritairement des Français, sont capturés. Les Alliés laissent aussi un trésor de guerre à l'ennemi. Environ 2000 canons, 65 000 véhicules, 450 chars, mais aussi plus de 68 000 tonnes de munitions et 147 000 tonnes de carburant. La conséquence de l'épisode de Dunkerque est une anglophobie qui va se répandre comme du poison en France, surtout dans les cercles militaires, et qui va être reprise par la propagande de Vichy. Les futurs cadres de Vichy, Pétain, Weygand, Laval, accusent les Britanniques de les avoir trahis et abandonnés, sous-entendant même de manière lâche et honteuse que s'ils étaient restés, ils auraient peut-être pu renverser le cours de la bataille et gagner la guerre. Cet épisode va aussi permettre à Pétain de retirer la France d'un accord qui lui empêchait de signer un armistice. En effet, l'engagement interallié du 28 mars 1940 entre la France et l'Angleterre empêche théoriquement les deux pays de conclure une paix séparée. Pétain déclare que puisque l'Angleterre n'a pas rempli ses obligations, la France ne remplira pas la sienne et peut donc signer un armistice avec l'ennemi, l'Allemagne. La suite, vous la connaissez.